Vous avez aussi, donc on peut moduler les durées, c'est plus simple en cas de rupture le contrat, on peut avoir cette possibilité jusqu'à 30 ans, et puis on peut avoir des alternances qui alternent peu, puisque on a normé l'alternance et on ne l'a pas normé de manière très étroite. On vous dit que dans les 3 premiers mois, il ne pourrait y avoir que de la formation ou que du travail. Bon, ce qui vous laisse quand même, vous voyez, par rapport à toutes les formations où il faut beaucoup d'habilitation pour travailler. C'est quand même sympa de commencer par faire la formation, d'avoir les habilitations et que les gens puissent effectivement bosser, plutôt que d'être un observateur de l'entreprise sur la partie pratique. Vous trouverez, je ne vais pas le détailler, le comparatif de contrat pro. Alors, il y a ça, moi c'est un pronostic personnel, donc on va voir s'il se vérifie ou pas, mais je crains qu'il se vérifie. Les secteurs qui ont du mal à recruter, notamment des jeunes, il se pourrait bien que la réforme de l'apprentissage leur complique encore la vie. Parce que le propre de cette réforme, c'est qu'elle va ouvrir des cursus d'apprentissage qui n'existaient pas. C'est-à-dire que l'offre d'apprentissage à disposition des gamins va être plus large demain qu'elle ne l'était aujourd'hui. Résultat, les gens vont avoir plus d'opportunités, donc plus de choix. Donc ceux qui n'étaient pas déjà choisis les premiers, ça va être plus compliqué parce qu'il y aura, vous voyez, l'apprentissage par défaut, où les gens vont, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, parce que ça fait toujours un contrat, un truc, etc., vous n'avez pas que des apprentis vocationnels chez vous. Pas que des apprentis qui viennent parce que depuis, ça fait 10 ans qu'ils attendaient impatiemment de commencer un apprentissage sur ces métiers-là. Par contre, parfois, quand ils sont là, ils le découvrent, ils ont envie d'y rester, etc. Mais encore faut-il qu'ils viennent pour le découvrir. Et si je leur dis, demain, non, soit tu as le choix d'aller dans tel secteur ou tel autre, mais en fait, les choix, tu en as plus qu'avant, ça crée une compétition entre les secteurs. Ce n'est pas tellement une compétition à l'intérieur des secteurs pour recruter, c'est entre les secteurs. Ouais. Non, allez-y, allez-y. Du coup, à l'issue de l'apprentissage, il a acquis une compétence peut-être un diplôme supérieur à ce qu'il avait, donc on a forcément besoin à l'entreprise, et on est obligé de classifier selon... Non, vous n'êtes obligé, alors ça dépend de la manière dont sont faites les conventions collectives, mais en général, on ne prend en compte les diplômes que pour le niveau que s'ils correspondent au métier exercé. C'est-à-dire que d'abord, c'est la qualif, et après, on prend en compte le diplôme. On ne paie pas le diplôme en tant que tel. C'est d'abord l'activité qui qualifie. Donc, c'est pas sûr que ça génère, mais si le diplôme est en rapport avec ses fonctions, oui, ça peut avoir un effet... il faut le regarder avant, ça. Mais de toute façon, si vous faites ça avec... vous proposez un parcours évolutif à quelqu'un, vous savez bien que ça va créer des attentes et des aspirations. Donc, si je ne suis pas capable de répondre après, moi, je vois parfois des gens qui disent non, on va t'accompagner, tu vas pouvoir faire une VAE, tu vas obtenir un diplôme, ça va être top, etc. C'est des efforts, la VAE, etc. Donc, l'entreprise fait des efforts, laisse le temps, paie, puis la personne s'investit, etc. Puis, une fois qu'elle a le diplôme, elle dit bon, maintenant que j'ai le diplôme, qu'est-ce qu'on fait? Et puis vous dites, on fait rien, mais ça tu le savais avant, on te l'avait dit, etc. Mais ça marche pas, on te l'avait dit, tu le savais avant. Une fois que les gens ont fait les efforts, qui sont dans la dynamique et qui sont arrivés au diplôme, ils attendent forcément toujours quelque chose. Donc ça, c'est une question, si je n'ai pas de réponse pour l'après, se pose vraiment la question de savoir s'il faut le faire. Et, après, vous n'allez pas vous créer, vous voyez, plus de... On va mettre le cochon dans le maïs, quoi. Hein, oui, donc il y a ce risque-là sur le recrutement, parce qu'il y aura plus de choix. Il y a cette ouverture que potentiellement tous les diplômes, plus la capacité à créer des CFA, l'offre d'apprentissage devient plus importante. Il y a cette opportunité que sur la formation, indépendamment de la formation pratique, vous pourriez assurer une partie de la formation confiée par le CFA. Et il ne faut pas croire, hein, les CFA pourraient y avoir intérêt, parce que ça peut me... Vous voyez, si je suis... dans la mesure où les conseils régionaux n'ont plus beaucoup d'argent pour intervenir auprès des CFA. Hier, quand j'étais un CFA que je voulais ouvrir un cursus nouveau et que j'avais besoin de matériel, j'allais voir la région et taper à la porte en disant on ne pouvait pas me financer le matériel et nous on va mettre en place un cursus, il y a des besoins, il y a une demande. Bon. Et ils me finançaient le truc, l'investissement. Du coup, je n'avais pas à le financer moi. Demain, si je veux ouvrir un cursus nouveau qui me demande un peu de matériel, etc., il faut que je me le finance moi-même. Si jamais la région ne peut plus m'aider. Et elle ne pourra plus toujours ou pas autant qu'avant.
Donc je peux avoir intérêt pour certains cursus à dire, mais les parties les plus techniques qui nécessitent des outillages importants, etc., peut-être que je peux les confier aux entreprises dans lesquelles ces matériels existent, sinon elles ne pourraient pas organiser et produire leur activité. Donc, c'est l'intérêt de tout le monde. Moi, je fais le cursus, je fais la part d'enseignement général, une partie du professionnel, et puis, celle que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut, je la confie aux entreprises. Donc on a vraiment un champ ici de discussion, de construction différente des cursus, qui est ouverte, et puis après, alors, mais ça nécessiterait un petit diagnostic, qui est le suivant. Est-ce que j'ai des flux de recrutement suffisants pour envisager de former moi-même les apprentis? Est-ce que je peux travailler avec des certifications? Je vais prendre les deux exemples qui couvrent le mieux votre secteur. Si je travaille avec un diplôme d'éducation nationale, dans le cursus, j'ai toujours de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. Vous n'allez pas vous mettre, sauf si c'est une vocation, à faire de l'enseignement général, a priori. Vous allez le confier à d'autres. Mais l'enseignement professionnel, la question pourrait se poser. Si vous prenez un titre du ministère du Travail, avec lequel tout le monde peut travailler, il suffit d'être habilité se faire habiliter par la directe à faire passer les examens. Et après, respecter les référentiels. Dans les référentiels des titres du ministère du Travail, il n'y a que de l'enseignement professionnel. Ça veut dire que j'ai plus d'autonomie pour faire ce que j'ai à faire. Et je n'ai pas de référentiel de formation, j'ai un référentiel de compétences. Donc on ne me dit pas combien d'heures il faut passer sur chaque truc, etc. On me dit qu'il faut amener les gens à la compétence. Donc j'ai beaucoup plus de souplesse dans l'organisation, etc., etc. Si demain je trouve un organisme qui a développé, je ne sais pas, je vais prendre un exemple toulousain. Vous avez un organisme qui s'appelle le CFPCT, ils ont je ne sais pas combien de titres, de conducteurs de travaux, de chefs d'équipe, de machin, etc. Bon, c'est eux qui les ont créés, c'est à eux, c'est eux qui organisent les cursus, etc. Ben, j'ai beaucoup moins de contraintes que si je bosse avec un diplôme de l'éducation nationale. J'ai un programme qui est adaptable, etc. Il suffit que je me mette d'accord avec le certificateur pour faire un truc qui corresponde bien quand même aux compétences du diplôme. Et donc, la question de savoir si je m'investis ou pas en tant qu'entreprise dans des cursus se pose très différemment suivant les types de diplômes avec lesquels je vais préparer. C'est avec lesquels je vais travailler. Voilà. Mais ça peut demander à se regarder en fonction des besoins qui sont les miens. Alors d'ailleurs, si vous ne vous posez pas la question, ne soyez pas surpris si vous voyez des CFA ou des organismes de formation devenus CFA venir taper à votre porte en vous disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire un deal, est-ce que vous avez besoin de recruter, etc. Enfin, c'est des schémas de développement pour... Donc le choix de la certification est très important. L'organisation des cursus pour... comment dire, c'est la question de la proximité. Quand on fait de l'alternance, on est souvent limité à l'offre géographiquement de proximité, parce que sinon, c'est infernal à gérer. Si vous trouvez un CFA qui correspond pile poil à et une certification qui correspond pile poil à ce dont vous avez besoin, mais que le CFA est à Strasbourg, et qu'il vous dit c'est 2 jours, 3 jours le rythme, ou c'est une semaine, ou une semaine, 2 semaines, vous allez dire non, c'est pas possible. Mais s'il vous dit le rythme, c'est qu'ils viennent à Strasbourg 3 mois. Après, vous les récupérez 8 mois et ils reviennent 1 mois à Strasbourg. Ben, c'est tout de suite et on a un internat. C'est tout de suite une organisation qui est beaucoup moins problématique. Qui, à la limite, est plus gérable que 2 jours, 3 jours dans une même semaine. Donc, cette capacité à organiser les cursus de manière plus souple qu'avant, c'est quand même un paramètre. Et puis il y a le modèle économique, il faut regarder, mais aujourd'hui on sait le faire ça. Tant qu'on n'avait pas le décret du 13 septembre, on ne savait pas combien ça allait être financé. Aujourd'hui, on connaît précisément les coûts de financement. Donc qui veut s'investir davantage dans l'apprentissage, on a tous les éléments pour faire un diagnostic, pour savoir ce qui vaut le coup de faire ou pas, jusqu'où on peut aller, avec quel partenaire, à quel coût, etc. Donc c'est quelque chose que l'on peut travailler sérieusement. Qu'est-ce que vous avez sur la réforme, sur vos pratiques de formation, sur ce que vous faites? Est-ce que vous avez des choses qui vous posent encore question aujourd'hui, ou sur lesquelles vous ne voyez pas très clair, ou vous avez des doutes? Oui. Je reviens sur l'apprentissage. Ouais. Les CFA d'éducation nationale, en principe, ils n'ont pas le même coût que les autres. En principe, vous avez raison. C'est arrêté ça. Ben, non, il y a des groupes de travail pour définir un taux de minoration qui devrait leur être appliqué effectivement pour ne pas payer 2 fois la même chose. Mais c'est clair. Et ouais.
Parce qu'effectivement, ils bénéficient déjà d'un financement de l'État pour certains moyens, et il y a des coûts qu'ils n'ont pas. Donc, il devrait y avoir un taux de minoration. Alors, on devait le faire pour le supérieur et pour le secondaire. Pour le supérieur, pareil, on a lancé les groupes de travail pour dire que finalement, mais non, les coûts, ça se lissait, donc il n'y avait pas de distorsion de concurrence, et donc on a laissé tomber. Donc, le supérieur, ils seront financés comme les autres. Alors, c'est pas très grave, dans la mesure où, de toute façon, le supérieur, il n'est pas financé à son vrai coût, dans les coûts contrats. Il est moins bien traité que le reste. Pour le secondaire, c'est un peu différent, parce que manifestement, il y a des endroits où il va y avoir, comment dire, de la marge, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le coût de mise en place du cursus est inférieur au coût contrat tel qu'ils ont été fixés, ça c'est clair. Donc il y a des gens qui, ça devient une activité économique comme une autre, hein, donc les gens ils gagneront de l'argent, tant mieux pour eux, s'ils le font, c'est pour la bonne cause. Et il n'y a pas de difficulté à ça, c'est votre cas à tous en tant qu'entreprise. Et donc, le taux de minoration, pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, dans un premier temps, il va être payé comme les autres. Il y a autre chose, je ne sais pas si, je ne suis pas sûr que ça ait produit des effets, mais pour les CFA existants, on leur dit qu'avant de basculer sur les nouveaux coûts contrats, ils vont continuer à être payés sur la base des coûts sur lesquels ils étaient payés par les régions. Et notamment pour les apprentis qui sont en face à cette rentrée-là, ou qui rentrent là avant la fin de l'année. À partir du 1er janvier 2020, toutes les nouvelles rentrées, c'est les nouveaux coûts. Dans 80-90% des cas, les nouveaux coûts sont plus favorables. Ce qui pourrait faire le calcul suivant, il vaut mieux que je décale ma rentrée, vous voyez, plutôt que je la fasse en novembre ou décembre, en janvier-février, et je bascule sur le nouveau système qui est plus favorable que si je le fais cette année. Si je fais des contrats longs de 2 ans ou de 3 ans, la question mérite d'être posée. Parce que si j'ai un différentiel de 2 000 € par an sur un coût de 8 000, ça me fait quand même 25% de ma recette. Donc 25% fois 10 ou 15 apprentis. Donc voilà, on peut avoir des calculs. Mais pour l'instant, le taux de minoration, on l'a pas. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent. Ça a été fait, je veux dire, les organismes de formation privés ont mis la pression sur le gouvernement en disant distorsion de concurrence, c'est pas normal, dès lors que ça devient un marché, il faut réguler le truc. C'est d'ailleurs, j'allais dire question accessoire, mais qui vous concerne à vous. C'est la raison pour laquelle le 3CA dans votre secteur, à partir de 2020, ne pourra plus être à la fois financeur de l'apprentissage et tête de réseau des CFA paritaires. Il va falloir faire évoluer la structure. Il va voir comment, c'est pas arbitré, mais en tout cas, elle ne pourra pas rester en l'état. C'est clair, pour des raisons de concurrence, parce qu'on est passé sur un marché concurrentiel. Donc ce serait normal, effectivement, qu'on essaie de tenir compte de ça.